Bonjour ou bonsoir, tout dépend. En tout cas, ici, il est 13h30 et il fait bon vivre sans soutif et sans pantalon. Alors, s'il y avait un truc auquel je ne crois pas du tout, c'est l'utilité de l'Église catholique. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous faire un exposé sur pourquoi, à mon avis, l'Église c'est tout pourri pourrave, mais par contre, je vais vous en donner un bel exemple. Aujourd'hui, on va littéralement plonger dans un des plus grands scandales de l'Église catholique et protestante du XXe siècle, à savoir les couvents de la Madeleine. Générique. Je vous avoue que j'ai mis longtemps avant de savoir comment commencer cette vidéo. J'ai bien tenté plusieurs approches, mais rien n'était vraiment pertinent au vu du ton absolument macabre que prend la suite de cette vidéo justement. Je me voyais vraiment mal faire de l'humour en ayant à l'esprit tout ce que j'allais vous raconter par la suite, donc j'en suis arrivée à la conclusion suivante. La meilleure manière de commencer, c'est en vous mettant en garde. Merci donc de bien prendre ce trigger warning au sérieux, parce que même si dans mes autres vidéos, j'en faisais toujours un petit au début, malgré le caractère plutôt accessible de celle-ci, aujourd'hui, ça va vraiment être hardcore. Donc, si vous êtes sensible sur les sujets suivants, esclavage, traite des êtres humains, humiliation, maltraitance, torture, je vous invite vivement à passer votre chemin. Comme je le disais juste avant, cette vidéo va vraiment pas être drôle. J'ai toujours pour habitude de placer un petit brin d'humour par-ci par-là, voire même beaucoup. Cette fois-ci, ça risque d'être très limité. Bon, vous voici prévenus, on peut commencer. Les couvents de la Madeleine étaient une véritable institution catholique et protestante ayant existé entre 1750 et 1996 au Royaume-Uni et en particulier en Irlande. De l'origine de ces couvents, donc leur fonction première, aux dérives qui en ont découlé par la suite, je vais vous parler des abus qu'ont subis les victimes qui y étaient enfermées, de l'histoire absolument rocambolesque qui a permis de briser l'omerta qui régnait en Irlande dans les années 90, et enfin, on verra où en est l'histoire aujourd'hui. C'est donc parti pour vous narrer l'histoire de ces lieux, alors prenez votre courage à deux fesses parce que vous en aurez besoin. Oui, c'était de l'humour. Non, il n'y en aura plus après ça. Alors, l'origine des couvents de la Madeleine vient du Rescue Movement qui est né en Angleterre entre le XVIIIe et XIXe siècle. À cette époque, avec la forte industrialisation du pays, beaucoup de femmes très pauvres se retrouvent souvent dans l'obligation de se prostituer pour pouvoir survivre. L'augmentation du nombre de prostituées dans les quartiers malfamés de la ville de Londres notamment incite la classe bourgeoise de l'époque à créer un mouvement pour libérer ces femmes du péché en créant des lieux pour les accueillir et tenter de les sortir de la prostitution. Alors, petite parenthèse, je parle ici de la situation au XVIIIe siècle en Angleterre. Donc ne venez pas me faire des comparaisons hasardeuses avec la prostitution au XXIe siècle, qui est un métier choisi. Et pour celles qui seraient en train déjà d'attraper leur clavier là pour me dire que non, la prostitution c'est pas un métier, eh bien abstenez-vous. Ce n'est absolument pas nécessaire de me faire part de votre avis sur le sujet parce que on s'en cogne. Revenons à nos moutons. Le premier lieu répondant au nom de couvent de la Madeleine a vu le jour en 1758 dans le quartier de Whitechapel à Londres. 10 ans plus tard, un autre ouvre à Dublin et donnera son nom à tous les autres couvents de la Madeleine. En effet, selon les catholiques, le personnage de la Bible répondant au nom de Marie-Madeleine était une prostituée qui s'est repentie de ses péchés avant de devenir une fidèle de Jésus-Christ. Un exemple, donc, pour toutes les femmes écartées du droit chemin par le vice que représente la prostitution. Au XVIIIe siècle, les institutions de la Madeleine avaient un but purement caritatif, en permettant à des femmes dans le besoin d'être logées et nourries, mais également d'être accompagnées dans leur volonté de sortir de la prostitution. Elles y restaient pour des séjours de courte durée qui n'avaient alors rien d'une punition, chose qui changera rapidement quand l'Église elle-même récupérera le principe. Car en effet, une fois les institutions créées par la bourgeoisie, c'est l'Église qui va se les réapproprier pour les transformer en véritables prisons. Le but n'est alors plus du tout d'aider des femmes dans le besoin, mais de les punir pour leurs péchés en les lavant symboliquement par le travail dans des blanchisseries. Et en fait, cette activité de blanchisserie est extrêmement rentable pour l'Église. Donc, plus les pensionnaires
restent longtemps au couvent, et ben plus elles sont rentables et plus l'Église empoche la thune. L'excuse de punir les femmes pécheresses est donc toute trouvée pour les empêcher de quitter l'Église. C'est donc à partir du XIXe siècle que les couvents de la Madeleine, alors gérés par 4 ordres religieux, les Sœurs de la Miséricorde, les Sœurs de la Charité, les Sœurs de Notre-Dame de la Charité et les Sœurs du Bon Pasteur, prennent une allure de prison. Et petit à petit, le profil des femmes accueillies varie de plus en plus pour regrouper toutes les femmes qui ne correspondent pas aux valeurs promues par l'Église catholique et protestante de cette époque. C'est-à-dire une femme qui se tait, qui fait des enfants, qui obéit à son mari ou à un autre homme d'ailleurs, et qui va à l'église. Au XXe siècle, l'Irlande se puritanise. Il devient quasiment impossible pour les femmes de s'émanciper. Et le peu qui en aurait la volonté est très vite réfréné par la peur d'être envoyées au couvent. Car si à l'origine, les femmes qui étaient accueillies dans les couvents de la Madeleine pouvaient en sortir comme elles le souhaitaient, et bien petit à petit, les sœurs qui gèrent ces couvents sont invitées à faire en sorte que les pensionnaires le quittent le plus tard possible. Et au bout d'un moment, il devient littéralement normal et légal d'interdire aux femmes de quitter les couvents par leur propre chef. Si bien qu'à partir du XXe siècle, le seul moyen pour une femme enfermée au couvent de le quitter, c'est qu'un parent homme adulte en fasse la demande. Le silence entoure alors les couvents, et tout ce qu'il s'y passe est complètement tu. Et les femmes qui en sortent ne disent absolument rien, de peur d'être cataloguées comme d'anciennes pensionnaires et donc d'être rejetées par la société. Les abus deviennent alors quotidiens, les victimes subissent de plus en plus l'obligation de travailler en silence dans des conditions atroces, ainsi que les pires tortures. Et c'est là qu'on va commencer un tout petit peu à s'énerver. C'est bien simple, n'importe quelle raison est bonne pour envoyer une femme au couvent. Et franchement, même pas besoin de se justifier. De toute façon, comme cet envoi au couvent ne découle absolument pas d'une quelconque décision de justice, comment est-ce que vous voulez contrer ça? Alors, bien entendu, une femme enceinte sans être mariée est sûre d'obtenir un aller simple pour le couvent. Une adolescente considérée comme aguicheuse? Au couvent. Une femme trop jolie à votre goût? Dites-vous bien que ces raisons sont très souvent des excuses. On imagine bien Jean-Denis le sale moche qui crush sur Colline la belle gosse mais qui se prend un gros vent. Hop, un petit mot au curé du village et zou! Colline est enlevée et collée entre 4 murs en pierre à récurer des draps par 4 degrés dehors. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les couvents de la Madeleine étaient une institution super respectée en Irlande. La plupart des gens pensaient réellement que c'était l'endroit idéal pour faire rentrer des filles dans le droit chemin. Et que, finalement, peu de gens étaient au courant de ce qui se passait vraiment à l'intérieur. Donc, pourquoi se gêner d'envoyer une fille un peu gênante pour la famille dans un endroit où on pensait qu'elle serait bien nourrie, logée, et qu'elle travaillerait juste pour laver ses péchés? Pour parfaire le tableau, il existe un dicton en Irlande qui dit que les mauvaises filles font les meilleurs draps. Dans un rapport de la commission d'enquête contre la maltraitance infantile, une victime témoigne. « J'étais maltraitée par mon beau-père. J'en ai parlé à ma mère, elle est allée voir le curé et les religieuses, et il a été décidé que c'est moi qui devrais partir. On m'a envoyée au couvent, j'avais seulement 10 ans. Les autres pensionnaires là-bas étaient horrifiés. Elles disaient « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es qu'une enfant. » La religieuse a dit « Il vaut mieux que tu ne parles pas de ça, ta famille sera déshonorée. Je devais oublier ça. » Entre parenthèses, les abus sexuels. Et il ne fallait pas en parler. Je suis descendue avec mon dossier, il était attaché avec de la ficelle, et j'ai été mise dans une camionnette de la blanchisserie. Ma mère a dit « Pourquoi va-t-elle dans une camionnette de la blanchisserie? Elle va certainement faire des études. » Ils lui ont dit que j'allais faire des études. Et de même, lorsque des enfants étaient un peu trop rebelles vis-à-vis de ce qu'acceptait la société de l'époque, on les menaçait de les envoyer au couvent. Donc en gros, tout le monde sait que c'est pas vraiment la joie là-bas, mais en fait, on s'en tape et on accepte. Alors pour être tout à fait exact, on y survit plus qu'on y vit, en fait. Comme je vous le disais au début, l'objectif principal de l'Église est de rentabiliser au maximum le travail forcé des femmes emprisonnées. Donc, moins on dépense pour les entretenir, plus on récolte de thunes. Alors autant vous dire que mieux valait être de bonnes conditions quand on y était envoyé, hein. D'abord les locaux.
Les couvents étaient hébergés dans de très grandes bâtisses en pierre, mal isolées, venteuses et pas chauffées pour un bal. Il faisait très froid l'hiver, humide, et l'endroit était parfaitement propice à la prolifération de virus et autres joyeusetés. Et puis, c'était sans compter sur les repas pour vous requinquer, hein. Un peu de pain et de la soupe. Quant au programme de la journée, il consistait principalement en laver les draps, prier, souffrir et dormir. Les femmes qui y étaient enfermées de force étaient appelées des filles et devaient s'adresser aux sœurs religieuses en tant que mères. Et c'est d'ailleurs pour ça que je tiens depuis le début de la vidéo à parler de femmes victimes et non pas de filles, parce qu'en fait c'est le nom qu'elles avaient là-bas. Ce nom qui avait un but infantilisant et rabaissant. On adore. Enfin, elles avaient l'interdiction stricte de parler durant toute la journée. Voilà, je les laverai à ta place. Les filles les mettent dans l'eau bouillante. Je leur dis, mais elles n'écoutent rien. Il faut les tremper dans l'eau froide avant. Avec un peu de sel. Tu frottes comme ça. Oui, c'est bon, je te crois. De quoi vous êtes en train de parler? Interdiction de l'ouvrir ici, vous entendez? Ma sœur, elle parlait. Je vais leur secouer les puces. Hein, d'accord, ma sœur? Oui, Cathy. Interdiction de discuter entre vous. De quoi est-ce que vous parliez? Je lui ai montré la technique pour le sang. Jésus-Marie-Joseph, cache ça! Tu es une fille dégoûtante. On te l'a jamais dit? Tu te remets au travail. Alors, imaginez-vous, ou pas d'ailleurs, être enfermé de force dans un endroit que vous ne connaissez pas, loin de chez vous, de vos proches, à bouffer des cailloux et à laver des draps avec des produits toxiques toute la journée, à vous faire traiter de moins que rien par des femmes qui vous maltraitent physiquement, et à ne pas pouvoir échanger un mot avec vos camarades d'infortune. Et ben voilà, en plus de tous les problèmes physiques, de nombreuses femmes sombraient psychologiquement. Maladies mentales liées à l'enfermement, dépression, automutilation, etc. Tout ça était vraiment monnaie courante dans les couvents. Et bien entendu, rien n'était fait pour les aider. Mais bon, après tout, c'est un peu de leur faute si elles s'étaient retrouvées là, non? C'est une question rhétorique, hein, répondez pas vraiment. On va terminer sur la vie dans les couvents en abordant le sujet le plus difficile de cette vidéo, à savoir les abus physiques et sexuels. Dans le documentaire Sex in a Cold Climate, sorti en 1998 et disponible sur YouTube, petit aparté ici, je vous invite à aller voir le documentaire si le sujet vous intéresse, mais uniquement, hein, si vous vous en sentez capable. C'est un documentaire qui est extrêmement difficile à voir, hein, j'en ai chié moi-même alors que je savais à quoi m'attendre. Voilà, fin de l'aparté. Donc, dans le documentaire Sex in a Cold Climate, sorti en 98 et disponible sur YouTube, on peut voir des interviews de femmes enfermées dans les couvents qui décrivent les abus physiques, psychologiques et sexuels absolument incessants qu'elles ont dû subir. Dans le film de Peter Mullan, The Magdalene Sisters, sorti en 2002, et qui a été réalisé à partir de témoignages de victimes notamment, on peut voir de nombreuses atrocités que les sœurs faisaient subir aux filles durant leur séjour. Alors je vais pas détailler plus que ça, hein, parce que tout simplement ça me semble pas vraiment pertinent, j'ai pas envie de tomber dans un contenu voyeuriste et glauque. Si vous voulez aller voir, je vous ai mis les liens en description, je vous en prie. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que tout était fait pour que les victimes ne puissent jamais parler. Donc soit en les empêchant de sortir, alors il n'y a pas vraiment de chiffres sur le nombre de femmes qui sont décédées dans les couvents, sachant que c'est déjà difficile de trouver un nombre à peu près précis de femmes qui y ont été enfermées. Soit en leur faisant subir de telles atrocités que en fait c'était impossible pour elles d'en parler sans subir la honte de leur communauté, quoi. Bref, les victimes, pour celles qui arrivaient à sortir de cette prison physique, restaient finalement enfermées dans une prison morale de honte. Un petit mot sur les subventions reçues par les couvents, parce que oui, il fallait bien des clients pour donner des draps à laver. Les victimes, qui ont eu le courage de porter l'affaire en justice, on en reparlera après, ont fourni, parmi les preuves, un livre de comptes datant de 1980. Ce livre recense, comme son nom l'indique, les comptes des couvents et donc l'origine des ressources. Et celles-ci provenaient principalement de l'État irlandais. Oui, oui. Mais également d'hôpitaux, de la Banque d'Irlande, du ministère de l'Agriculture, de la Défense, de plusieurs clubs de golf très huppés et d'hôtels importants.
Le point commun entre toutes ces institutions? Des notables, des riches, des politiciens. Est-ce qu'on est surprise? Pas du tout. Non, non, vous rêvez pas, vous avez bien lu le titre. Dans le documentaire Sex in a Cold Climate, l'une des victimes ayant eu le courage de témoigner, Christina Mulcahy, explique comment un homme l'a manipulée pour avoir des relations sexuelles avec elle. Alors, le documentaire explique parfaitement la volonté de l'Église, extrêmement présente dans la vie des familles dans la première moitié du XXe siècle, de complètement détourner les jeunes filles et femmes de connaissances sur leur corps et la sexualité. Christina est donc manipulée par cet homme, a des relations sexuelles avec lui et tombe enceinte. Elle est donc envoyée dans un couvent pour y passer sa grossesse et mettre son enfant au monde dans un environnement sécurisé. Durant la grossesse, elle écrit à son copain qui viendra la visiter. Elle explique ensuite qu'elle a compris un peu plus tard que les nonnes écoutaient leurs conversations qui tournaient principalement autour de leurs projets d'avenir et que suite à ça, toutes les lettres envoyées à Christina, à son copain, seront interceptées par les nonnes. Et donc forcément, elle n'en recevra aucune de sa part à lui. Vous comprendrez l'intérêt de cette manœuvre juste après. Alors attention, la suite de l'histoire est absolument horrible. Donc elle finit par mettre son enfant au monde au couvent et s'en occupe pendant environ 1 an avec l'aide des nonnes. Et c'est à ce moment-là qu'on vient lui dire que son fils va être adopté par une famille. As soon as you're finished in the nursery, come to my office and you're going home today. And I was breastfeeding the baby at the time. And I said, can I go back and say goodbye to the baby? What does he know about anything? Go back and upset him. I said, you're not going back, there's a car waiting. And I said, no time to say goodbye. No time to say goodbye. Donc comme vous venez de le constater, cette femme s'est littéralement fait voler son enfant sans avoir la possibilité de ne rien faire. Donc, suite à ce traumatisme, elle est autorisée à quitter le couvent et à rentrer chez elle. Sauf qu'en arrivant chez elle, ses parents lui refusent l'entrée car elle a terni la réputation de la famille. Et donc, elle est renvoyée au couvent pour travailler en tant que blanchisseuse. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Cette femme avait la possibilité de se marier avec son copain, qui d'après elle était d'accord, et donc d'avoir un avenir, mais les nonnes l'en ont littéralement empêché en interceptant sa correspondance. Elles lui ont volé son bébé et l'ont ensuite forcé à travailler gratuitement dans des conditions absolument atroces. Donc, vous vous doutez bien que quand j'ai visionné ce documentaire, j'étais complètement outrée et effondrée. C'est pour ça que je tiens à répéter que vous pouvez aller voir le documentaire, mais faites attention parce que c'est vraiment vraiment dur. Dans un rapport publié en 2021, la commission d'enquête ouverte en 2015 à propos des abus subis dans les maisons pour mères et enfants explique que les foyers pour mères et bébés qui ont ouvert leurs portes dans les années 1920 ont été conçus principalement en pensant aux mères. Le but était de les réhabiliter, peut-être les punir et prétendument les former à un futur emploi. Il semble que l'on n'ait guère réfléchi à ce qui arriverait aux enfants une fois qu'ils auraient atteint leur premier anniversaire. À cette époque, peu de femmes célibataires étaient en mesure de subvenir aux besoins d'un enfant. On s'attendait généralement à ce que la mère et l'enfant se séparent, soit de façon permanente, soit peut-être en maintenant un certain contact. La DLGPH, Department of Local Government and Public Health, s'est montrée résolument favorable au placement des enfants. En septembre 1924, le ministre écrivit à chaque conseil de santé du comté pour signaler que de nombreux enfants en bonne santé sont hébergés dans des foyers de comté. Les avantages du placement des enfants dans les foyers adaptés n'ont pas toujours été suffisamment pris en considération. On pense que la meilleure façon d'élever les enfants est de les confier individuellement aux familles pauvres et respectables. En 2013 sort le film Philomena de Stephen Frears, qui raconte l'histoire vraie de Annie Philomena Lee et son combat pour retrouver son fils. À 18 ans, Philomena est tombée enceinte d'un homme nommé John.
Elle a été envoyée à l'abbaye Sean Ross, à Roscrea, un lieu pour les mères célibataires. Après avoir donné naissance à son fils, Philomena a été réduite en esclavage à l'abbaye et a été forcée d'y rester jusqu'à l'âge de ses 22 ans. Date à laquelle l'abbaye a vendu son fils de 3 ans pour qu'il soit adopté par une famille américaine et catholique, sans le consentement de Philomena, et donc littéralement contre son gré. Après avoir forcé Philomena à signer les papiers d'adoption, les religieuses ont totalement refusé de lui donner le moindre détail quant au sort réservé à son fils, à part qu'il ait été envoyé aux États-Unis. Et c'est seulement après avoir révélé cette histoire à sa famille, à l'âge de 70 ans, que la fille de Philomena a décidé de l'aider à reprendre les recherches concernant son fils. Elle finira par découvrir donc que son fils a été adopté par un couple d'Américains avec une autre petite fille du couvent. Son fils est décédé en 1995 du sida et a passé lui aussi des années à chercher sa mère biologique. Ce film, et donc cette histoire, raconte l'une des milliers d'histoires similaires de femmes séparées de force de leur enfant vendues à des familles souhaitant adopter. Beaucoup de femmes furent également forcées de se séparer de leur enfant, mais pour que celui-ci soit placé dans des familles rurales d'Irlande. Et dans ces cas-là, les mères savaient où était placé leur enfant. Mais alors le pire, c'est qu'en plus de cette séparation de force, les mères qui avaient la chance d'avoir un emploi rémunéré, ce qui était rarement le cas en fait, devaient payer l'institution en charge de leur enfant. C'est-à-dire que l'État considérait que c'était une bonne chose de sucrer le peu de thunes que ces femmes arrivaient à se faire pour la filer à des institutions extrêmement maltraitantes. Source, témoignages d'enfants placés. Et en fait, la plupart du temps, ces femmes, souvent incapables de subvenir à leurs besoins et à celui de leur enfant, en fait, arrêtaient tout simplement de payer au bout d'un an ou deux. Alors, la découverte du fameux livre de contes dont je vous ai parlé tout à l'heure n'aura pas servi qu'à nous indigner sur le fait que de gros riches ont encore profité de l'exploitation de femmes pour payer moins cher leur blanchisserie. Donc avant 1993, on ne parlait pas du tout des couvents de la Madeleine. On savait que ça existait, on n'y envoyait plus trop de femmes en fait, et puis voilà quoi. Cependant, c'est en 1993 qu'un ordre de sœurs de Dublin a décidé de mettre en vente une partie de son domaine à un promoteur privé qui réalisa quelques travaux. Et c'est là que furent découverts les corps de 150 femmes anonymes enterrées sur la propriété. C'est donc cette découverte, absolument hasardeuse, qui fut à l'origine du scandale des couvents de la Madeleine, qui eut un retentissement national, voire international. Et c'est là que les témoignages des victimes commencèrent à pleuvoir. 3 femmes notamment. Mary Norris, Josephine McCarthy et Mary-Jo McDonough livrèrent leurs témoignages sur les abus subis au couvent. Et donc c'est suite à ça que le documentaire Sex in a Cold Climate fut tourné. Suite à l'éclatement du scandale, le peu de couvents encore ouverts à cette époque ferment petit à petit jusqu'au dernier en 1996. Et en parallèle, une enquête est ouverte sur la maltraitance des enfants en Irlande au XXe siècle, notamment au sein des couvents. En 2009, un rapport de 2000 pages sortira suite à cette enquête et détaillera les dizaines de milliers de cas de sévices subis par les enfants au sein des couvents tout au long du XXe siècle. Des groupes de victimes se forment alors et tentent de porter l'affaire devant les tribunaux, en demandant notamment au gouvernement irlandais de reconnaître sa responsabilité dans l'asservissement des femmes enfermées de force dans les couvents tout au long du XXe siècle. Ce n'est qu'en 2013 que ce sera finalement le cas, notamment grâce au groupe Justice for Magdalens, qui ira porter l'affaire devant le Comité des Nations Unies contre la torture, comité qui a forcé le gouvernement irlandais à enquêter, ouvrant enfin la voie à la reconnaissance des victimes et à une indemnisation. Cependant, cette reconnaissance est insuffisante pour le Centre irlandais pour les libertés civiles qui réclame une enquête plus approfondie.
Car oui, hein, si on peut croire que l'enquête qui a été menée entre 2011 et 2013 et qui a mené aux excuses du Premier ministre irlandais a été faite consciencieusement, on se rend compte en fait qu'elle s'est bornée aux blanchisseries ouvertes seulement après 1922. Donc en fait, ça ne concerne que 10 couvents. Les victimes ayant témoigné ont pourtant insisté sur l'importance d'ouvrir l'enquête aux autres établissements, mais sans succès. En gros, le rapport minimise bien trop, au goût du Comité irlandais pour les libertés civiles, l'implication de l'État dans cette affaire, en expliquant qu'en fait de nombreuses pensionnaires y étaient placées dans un cadre légal, et donc il n'y avait pas de souci quoi. Bref, le rapport est complètement décorrélé du vécu absolument traumatique des victimes, et vraiment insuffisant pour leur rendre justice. Dites-vous bien que sur les dizaines de milliers de femmes qui ont été enfermées dans les couvents au cours du XXe siècle, seules 118 ont été interviewées dans le cadre de cette enquête. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le sujet des couvents de la Madeleine reste encore aujourd'hui très très tabou en Irlande. Les survivantes qui ont témoigné ont expliqué ne jamais avoir parlé de ça à leur famille à cause de la honte de ce qu'elles avaient pu subir. Et ça, toutes les victimes d'agression peuvent le comprendre. Le grand public a découvert la chose grâce au film de Peter Mullan, donc The Magdalene Sisters, et s'est indigné, mais en fait ça restait assez lointain. Comme si finalement personne n'avait vraiment été victime et que ça restait un film quoi. En 2014, soit un an après les excuses publiques du Premier ministre auprès des victimes, on retrouve les cadavres de près de 800 enfants en bas âge dans un ancien foyer catholique à Tuam, foyer en activité entre 1925 et 1961. Ces enfants, nés de mères célibataires, sont principalement morts de négligence, mais aussi de maltraitance. Donc suite à cette découverte, une nouvelle enquête est ouverte par le gouvernement irlandais, et c'est en 2021 que la commission d'enquête donc rend son rapport. Un rapport de 3000 pages. Le rapport fait état de près de 9000 enfants morts en bas âge dans les couvents de la Madeleine au cours du XXe siècle. Et le problème dans tout ça, c'est que personne n'a été condamné. Aucune des entreprises ayant bénéficié de l'esclavagisme de milliers de femmes n'a eu à répondre de ces actions passées, aucune des sœurs bourreaux n'a été envoyée en prison, et aucun des prêtres responsables de l'enfermement de centaines d'enfants n'a eu à avouer ou même à s'expliquer. Et bien entendu, aucun des hommes responsables de l'enfermement de ces femmes pour les avoir violées, manipulées pour coucher avec elles, mises enceintes, etc., n'a eu à s'expliquer, ni même à présenter des excuses, ou même à payer pour les dommages physiques et psychologiques engendrés par des années d'enfermement, de maltraitance et la séparation avec leurs enfants. Alors j'espère avec cette vidéo avoir pu vous faire découvrir ce pan extrêmement sombre de l'histoire irlandaise, et avoir mis en lumière la misogynie extrême subie par ces femmes victimes de la morale et de la bienséance. Et que donc, contrairement à ce que peuvent dire tous les masculins des temps modernes, là, qui souhaitent un retour à l'ancien temps jadis, non, c'était pas mieux avant. Sur ce, je vous laisse, moi je retourne regarder des dessins animés mignons, sans soutif et sans pantalon. Bye! Ouais. Ah bah ça commence. Il est là. Il va manger des croquettes. Hey, coucou saucisse. Je viens dire bonjour. Tu sais que tu as manqué aux gens dans la dernière vidéo. Tu viens? Allez, je te prends, on dit bonjour, et après comme ça tu retournes te coucher. Ah voilà. Bonjour. Oh oui. Oh, tu es beau, tu es bien éclairé. C'est la light qui t'intéresse, copain. Je te repose. Oh, t'es bien là. Bon, allez, je te repose. Hop. Voilà. C'est bon, je peux retourner te coucher. Bon, il faut juste pas qu'on voit mon soutif parce que sinon on va dire que je suis le nom de ma chaîne YouTube c'est de l'arnaque. Ouais, c'est ça. Tu dis ton soutif sans pantalon, mais t'as un soutif. Ouais, mais t'es sponsorisé en fait.
Bon allez, c'est parti.